La Corse qui aide, la Corse solidaire avec vous Emmanuel. On va voir aussi une Corse un peu spéciale et très ciblée, hein, puisque là on parle de justice en Corse. En ce qui vous concerne, je l'aurais plutôt appelé Injustice en Corse, Jean-Claude de Roliano, hein, vu ce que vous écrivez dans ce livre, celui-ci. Vous êtes en tournée télévisuelle, je le disais tout à l'heure. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil parce que vous êtes un écrivain de luxe apparemment, hein, parce que vous avez un agent qui est quand même très très connu, hein. Je ne sais pas si on peut montrer cette photo. C'est tout à fait involontairement, je crois qu'il est devenu mon agent publicitaire. C'était à une table ronde à laquelle Et c'était involontaire en plus. Hein. Tout à fait. Nicolas Sarkozy qui revient bientôt en Corse, mais c'est pas pour vendredi le livre. Hein. Je ne pense pas, en tout cas, j'ouvrirai l'œil. Cette couverture a fait le tour de France, justement, avec la photo de Nicolas Sarkozy. Alors on va expliquer un petit peu, d'abord, l'histoire et pourquoi vous avez écrit ce livre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une histoire entre Ubu, Courteline et Kafka. C'est une maison que je venais d'acheter. Elle était dans un état de décrépitude assez avancé. Lorsque j'en prends possession, c'est pour découvrir un cambriolage. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Seulement, lorsque je me suis aperçu que c'était le voisin qui avait fait un trou dans le mur mitoyen, cela devenait plus intéressant, je dirais. Donc ce voisin avait pénétré par le mur mitoyen pour s'emparer de tous les meubles que j'avais achetés avec la maison, pour arracher les placards, et il n'était pas nécessaire... D'abord, quand même, malgré les apparences et les évidences, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'il puisse exister un cambrioleur assez bête pour amener du travail chez lui, en quelque sorte. Non, mais bon, jusque-là, à la limite, allez, ça a l'air un peu fou comme ça existe, vous le constatez, il n'y a rien d'extraordinaire jusque-là. Ça peut arriver, allez. Admettons. Là où ça se gâte, c'est quand vous allez porter plainte. Plutôt, je ne porte pas plainte, j'arrive, je découvre, il n'était pas besoin d'être Sherlock Holmes pour ça, je découvre, suivant ce qu'il y avait de l'autre côté de l'ouverture, dans sa cave, les meubles du dit voisin, et naturellement, vous savez que culturellement, les gendarmes chez nous, on les appelle lorsque vraiment il n'y a pas d'autre possibilité. Bon, ce voleur avait deux petites filles de l'âge de mes enfants, il n'était pas question de les envoyer dans la prison Sainte-Claire, dont on sait qu'elle n'était ni l'une ni l'autre. Donc, règlement à l'amiable. À l'amiable, si l'on peut dire, oui. On essaye, en tout cas. C'est surtout la peur du gendarme, en quelque sorte, qu'il a fait s'exécuter. 3 ans se sont écoulés, qui correspondent, entre parenthèses, à la prescription pénale. C'est pour ça que, pendant ces 3 années, notre voleur s'est tenu quoi. Et au bout de 3 ans, quelle n'est pas la surprise de recevoir un avis d'huissier m'apprenant que mon voleur me traduisait en justice pour obtenir une partie de ma maison. Voilà, grand branle-bas dans Carquette, sinon dans Landerneau, et puis ensuite dans toute la Corse. Naturellement, tous les gens du village ont témoigné en ma faveur. L'expert du tribunal, commis pour le tribunal aussi, et voyant cela... Là, vous dites, je suis tranquille. Je suis tranquille, d'autant plus que son propre expert auquel il avait envoyé, parce qu'en fait, il se basait sur une erreur du cadastre, dont on sait que le cadastre corse est truffé par le fait des arrêtés Millau. Bon, c'est un des talons d'Achille des arrêtés Millau, je dirais. Hein. Et donc, il avait appelé un autre expert, un expert privé, lui donnant simplement cet élément, l'erreur du cadastre. Mais l'expert privé a reçu tout le reste du dossier. Et lequel expert s'est donc empressé, après avoir fait un rapport favorable en sa faveur, à la cour d'appel, d'écrire en disant qu'en aucun cas on ne tienne compte de son premier rapport. Mais attendez, doucement. Jean-Claude, vous êtes déjà à la cour d'appel. Justement. Vous y êtes déjà à la cour d'appel. C'est là que tout se produit. Vous passez au tribunal. On vous donne tort une première fois. On vous donne raison. Bien sûr. D'accord. Donc vous êtes tranquille. J'étais tombé sur des juges à peu près intègres. Voilà, vous dites, bon, ben c'est tranquille, je suis rétabli dans mon bon droit. Il y a un appel. Et alors là, quand vous passez en cour d'appel, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est complètement fou. Moi, je suis tellement sûr que, au mieux, au pire, bon, je suis donc, mon bon droit est reconnu, et au mieux, ce voleur qui a fait passer les juges soit pour des débiles mentaux, en leur demandant d'accomplir une telle chose, soit pour des complices, que les juges le poursuivent pour outrage à magistrat. Or, aux marches du palais, comme dans la chanson, aux marches du palais dit de justice, je rencontre donc mon avoué qui me dit, on t'expulse. Alors là, bon, vous imaginez un peu comment on peut tomber des nues. Et à ce moment-là, au même instant, pratiquement, sort un juge, qui est un voisin de village, je dirais. Et il me voit ainsi décomposé, il me dit, Magozaï, qu'est-ce que tu as? Et moi, je réponds, mais j'ai perdu mon procès. Et lui, il prend un air surpris, scandalisé. Donc, pas possible, quoi. Et puis, il verdit, parce qu'il se rend compte, et puis je regarde quand même bizarrement, il se rend compte qu'il faisait partie des 3 juges dont j'avais vu qu'il assistait à l'audience, qui ont rendu ce jugement. Et je ne lui laisse pas le temps de réagir, je lui dis, mais c'est moi qui t'apprends le jugement que tu as rendu. Alors, il s'est enfui comme un voleur et corps et simple. Et ce qui tente à démontrer qu'un procès d'appel qui doit être jugé
collectivement, l'a été rendu d'une façon singulière. Ou individuellement. Allez, évidemment, vous égratignez quelques personnes hein, dans ce livre, et en fait, il y a un juge en particulier que vous dénoncez. Absolument. Je ne le nomme pas puisqu'il ne faut pas légalement le nommer, mais je crois que dans la mesure où j'ai dit quel juge, dans le privé, je dirais, de quel juge il s'agissait, personne n'était étonné. Et je ne répéterai pas les qualificatifs que l'on disait, ah, questo oui, ah bon. Bref. Donc ce juge, en fait, et c'est là où ça devient de plus en plus kafkaïen, il ne me connaît pas, ou plutôt non, il ne connaît pas le voleur, et il le favorise en lui donnant une partie de ma maison. Cette partie qu'il revendique. Mais il y a une explication. Il y a une explication. Il faut oublier cette affaire du village et se retrouver à Bastia. À Bastia, j'ai un appartement qui est à moi et je loue depuis... Ah, il faut suivre, hein, c'est un feuilleton, là, il faut suivre. Hein. Voilà, oui. Vous allez voir, vous cumulez, hein, Jean-Claude. Absolument. Donc, un appartement qui est tout à fait à moi et un studio qui est dans le prolongement de cet appartement qui ne m'appartient pas et que je loue depuis 12 années, avec donc 12 années de reçu, un bail en bonne et due forme. Et vous voulez acheter? Et je l'achète. En tout au moins, j'entreprends les premières formalités. Et je dois retourner chez le notaire, donc 3 semaines après. Et comme je suis le roi des imbéciles, je dis à mon voisin du dessous, je suis en train d'acheter l'appartement, le studio, tu loueras mes locataires afin d'avoir des gens convenables au-dessus de ta tête. Et ce qui démontre une très haute valeur morale de la part de cet individu, grâce à une magouille dont certains avocats ont le secret, malgré mon droit de préemption, il achète le studio. Bon. Bon, évidemment, je ne vais pas m'en aller puisque je suis locataire en titre. Alors vous avez un bail, vous décidez de rester. Bon, je décide de rester. Mais... Procès, bon, je vais employer quand même un raccourci, je ne vais pas passer par toutes les tribulations. On en rit parce que ça a l'air vraiment très gros, quoi. Voilà, pour être gros, ça l'est. Je suis, alors que donc, j'aurais dû être maintenu dans les lieux, accessoirement obtenir des dommages intérêts que je ne demandais pas d'ailleurs, j'étais assez bête pour ça, pour trouble de jouissance, c'est moi qui suis expulsé et... les dommages intérêts donc me sont infligés, calculés pratiquement au centime près, de telle sorte que mon voisin du dessous acquiert cet appartement que je devais acheter gratuitement. Mais alors là, il n'y a pas de quoi tomber à la renverse. C'est un cas de népotisme à peine plus ordinaire que les cas de népotisme insulaire. Bon, là, vous dites, bon, allez, tant pis, je fais avec, mais la maison village... Non, mais attention, il faut dire quand même que le voisin du dessous, le fils d'un magistrat, apparenté au magistrat que nous allons retrouver dans mon village, très ami, et d'où ce cas de népotisme à peine caricatural. Ça a été jusqu'en cassation, Alors, attendez, la cassation vous a donné tort. Nous arrivons à la cour d'appel. Pourquoi à la cour d'appel... On va faire un film. Peut-être bien, vous savez. Pourquoi à la cour d'appel, ce juge qui ne connaît pas le voleur lui donne cette partie de maison? Parce que moi, il me connaît. Bon... Je sais qu'il n'aimait pas beaucoup Quentin Burgos, hein. Donc vous voyez un peu quelle était sa coloration culturelle et politique. Bon, ça, à la limite, bon, ça c'est une chose, bon, c'est accessoire. Mais seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve un individu qui est l'adversaire de son ami, du fils du magistrat. Et par la grâce du clan, vous savez comment fonctionne le clan, lequel autrefois était fraternel et généreux, avec régie gérée par des patriarches rigoureux et intègres, eh bien ce clan, il n'est plus ce qu'il était. Il a conservé ses structures, mais ses valeurs ont été complètement dévoyées et donc ces valeurs sont inversées. Mais il demeure avec ses structures, avec ses chefs de clan, avec des gens qui rendent des services, mais d'une façon beaucoup moins intéressée que celle d'autrefois. Et donc, que se passe-t-il lorsque l'huissier annonce la venue du tribunal? Eh bien, il y avait de la cour d'appel, il y avait un truand qui réglait les comptes de sa famille. Cette famille élargie qu'on appelle le clan, non pas le clan tutélaire de jadis, mais le clan émasculé, prostitué, déshonoré, qui gangrène la plupart des institutions insulaires. Claude, mais je vais être obligé de vous interrompre parce qu'il nous reste à peu près une quarantaine de secondes. Alors là, on a eu un gros morceau de l'histoire. Vous voulez la compléter, ça s'appelle Justice en Corse. Cet après-midi, vous dédicacez du côté de Bastia. À la librairie, au point de rencontre. Et le 18, samedi, vous serez du côté d'Ajaccio. À la librairie Album. À la librairie Album. Allez le rencontrer, Jean-Claude Rollian. Il vous explique l'histoire, je vous promets. C'est un grand moment. Et puis, à noter, juste pour précision, que personne n'a osé vous attaquer pour ce livre. Hein. Nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure. Merci François Paul, merci Dominique Bon. Rappel, un Corse Expo bientôt. Nous, on se retrouve demain dans le Médium. On va parler du groupe Pouvadi, mais on va parler des capitaines de soirée ou comment sortir tranquille en boîte pour les jeunes. Allez, ciao, ciao, à demain.